Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Organisation des Nations Unies. Faut-il garder espoir malgré les crises? Ce sera une interrogation. Nous nous interrogerons bien sûr avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Abidjan assure ne jamais participer à la déstabilisation de son voisin. Nous en parlerons avec nos invités également. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Ghana. De nouvelles manifestations en vue à 2 mois de la présidentielle. Puis nous reviendrons au Togo pour parler de notre quatrième sujet Togo. Bien sûr, la police nationale se prononce sur l'agression de Guy Marius Sagna. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Abouklou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume et surtout merci pour l'invitation. Une fois encore, le créneau se prête vraiment pour discuter de l'actualité africaine. Merci à tous. Merci beaucoup. À vous tous, à vous surtout Prosper d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes 2 co-débatteurs. Coucou spécial à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup. À vous également, Louis, d'avoir répondu à notre invitation. Notre 3e invité ce soir, Thierry Afanoukoe. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry. Merci, bonsoir à Dr Guillaume et merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de New York à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le débat général s'est clôturé ce lundi 30 septembre pour le compte de la 119e Assemblée générale de l'ONU. Occasion pour le président de l'AG de revenir sur la plupart des annonces qui ont été faites. Philemon Yang, président de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a remercié tous les participants pour les différents points abordés. Il en a reçu pour l'essentiel les inquiétudes des dirigeants par rapport aux nouvelles tournures que prennent les actualités dans le monde. Les crises de par le monde entier ont été évoquées. Il a relevé ces inquiétudes, mais aussi l'espoir suscité par ce sommet pour l'avenir. Peut-on toujours garder l'espoir malgré ces crises qui sont en cours quand on sait que l'Organisation des Nations Unies a été créée justement pour éviter les crises et que de nos jours, il y en a un peu partout dans le monde entier? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Prosper Abouklou. L'Assemblée générale, le débat général de l'AG se clôture. Bien avant ce débat général, c'était d'abord ce sommet sur l'avenir où les dirigeants ont déjà posé des bases pour l'horizon 2030 et ainsi de suite, avec cette charte pour l'avenir qui a été adoptée par les membres de l'ONU. Après cela a suivi le débat général. Plusieurs dirigeants du monde se sont succédés à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Malgré toutes ces crises, peut-on toujours garder l'espoir? Bon, docteur Guillaume, la question, elle est pertinente, mais en tant que citoyen lambda, ma réponse, elle est tout à fait pessimiste, parce que c'est l'ONU qui doit être réformée. Si on ne réforme pas cette institution, parce qu'elle est basée sur quoi? Le concept des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez, et dans ce concept, on retrouve les puissants. Et ces puissants se retrouvent la plupart du temps dans une coordination pour décider de l'avenir du monde. Il a fallu que ces derniers temps, la Russie et la Chine se démarquent un tout petit peu donc du contexte comme on l'appelle classique, pour que l'on connaisse aujourd'hui une disparité au niveau donc de cette organisation. Donc les crises, pourquoi est-ce que l'ONU a été créée? Elle a remplacé la SDN, la Société des Nations, qu'on a jugée inefficace parce qu'elle n'arrivait pas à se saisir
des affaires courantes à régler les conflits, les contentieux qui abondaient dans le monde à l'époque. Et on a jugé qu'elle n'était pas bonne et on a créé l'ONU. Et quand l'ONU est venue, il faut faire le parcours depuis 1945 pour arriver là. Si c'est aujourd'hui qu'on parle de crise pour avoir de l'espoir, moi je dis non. Quand on voit qui décide à l'ONU, est-ce que ces décideurs-là vont changer de paradigme? Et s'ils changent de paradigme, c'est ça, parce que on ne peut pas écouter, par exemple, on a mis la CPI en place. La CPI juge qui? Les plus faibles. Alors que ce sont les puissants qui commettent les crimes les plus abominables dans le monde. Ils peuvent se lever aujourd'hui, aller tuer là où ils veulent. Personne ne leur dit rien. Il suffit que la moindre pécadille soit commise par un dirigeant, surtout africain, nègre. Rapidement, on active donc la CPI pour venir l'arrêter, pour le juger. Donc je crois que moi je n'ai pas d'espoir vraiment pour que avec la connotation qui habite l'ONU aujourd'hui. Les conférences de l'ONU se passent où? Le siège est où? À New York. À New York, c'est le siège, comme on appelle, l'État le plus puissant, dit-on, qui abrite ce siège. On doit déplacer. Si ça doit changer, on déplace aussi le siège de l'ONU. Est-ce que le fait que le siège de l'ONU soit à New York fait que l'ONU ne fonctionne pas bien? Oui, ça fait partie aussi. Parce que, vous savez, à être puissant, ça donne, comme on appelle, toute la garantie, la latitude de décider. Le siège, c'est à l'ONU. Pour moi, ça agit sur... Imaginez par exemple qu'on place le siège de l'ONU, qu'on place à Lomé. L'ONU ne va plus fonctionner comme elle fonctionne actuellement. Bon, je dis, ça fait partie aussi pour moi des concepts qu'il faut pour que les choses changent. C'est pas une cause très 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 lointaine. Bon, je peux le mettre parce qu'on peut le juger ainsi, mais pour moi, la proximité de l'ONU, du siège de l'ONU par rapport à la plus grande puissance du monde, fait que la plupart du temps, quand vous savez, il est difficile à un rat de rentrer dans la maison du lion. Mais pour le lion, c'est facile d'en devenir dans la maison du rat. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a ce paradigme, cette paradigme de forme qu'il faut mettre en jeu, en place pour voir si est réellement. Parce que les conflits, regardez la guerre de l'Irak, c'est au Conseil de sécurité qu'on a jugé bon d'aller tuer les Irakiens. La Libye, on a jugé bon là-bas d'aller tuer les Libyens. Tout ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il faut répondre clairement à ma question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'espoir? Il n'y a pas d'espoir. De tout ce qui a été dit, parce que tous les dirigeants pratiquement ont soulevé les insuffisances de l'ONU. Oui. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'avec toutes ces insuffisances qu'eux-mêmes ils ont relevées, on puisse espérer un avenir meilleur, et surtout avec ce pacte pour l'avenir qui a été adopté? Non, c'est ce que je disais, c'est qu'ils n'ont pas la décision, le pouvoir décisionnel n'est pas entre leurs mains. Ceux qui ont parlé là, c'est les plus faibles qui sont plus nombreux. La Chine a parlé, la France a parlé, les États-Unis ont parlé, le Royaume-Uni a parlé, tous les pays ont parlé. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'ont dit les États-Unis, la Chine, je dis la Chine, la Grande-Bretagne, la France, tout ça là, compte pour du beurre? Non. Moi, je ne suis pas que c'est la face. Ce n'est pas pour la première fois. On n'en est pas pour la première fois. Ça a été toujours dit ainsi, mais rien n'a changé. Demain, ce sont il n'y a même plus espoir. Oui, pour moi, il n'y a pas espoir. C'est-à-dire que la seule solution, c'est de casser cette institution et de la refaire d'une autre manière. Merci. Pour que tout le monde ait qu'on appelle la même voix. Merci beaucoup à vous, Prosper Agoklo, Louis Kamako. Il faut casser cette institution et la refaire. Mais comment procéder pour la casser? Pensez-vous qu'on ait perdu tout espoir au point de vouloir casser finalement l'institution, ou du moins repartir à zéro, peut-être dissoudre l'Organisation des Nations Unies? Partir à zéro? Non, mais des réformes, oui. C'est là où je voudrais partir du principe selon lequel, si on part du principe selon lequel toute révolution naît d'une prise de conscience, je pense que je peux dire ici, sans toutefois me tromper, qu'il y a de l'espoir malgré les crises. Il y a de l'espoir parce que à un moment donné, les chefs d'État ou bien les personnalités qui justement animent cette institution-là ont compris que pendant 80 ans, ils ont failli à leur mission. Ils ont reconnu, ou bien elles ont reconnu, parce que je parle des personnalités, elles ont reconnu qu'aujourd'hui, c'est elles qui sont justement à la base des différentes crises.
qui mine le monde entier. On parle de changement climatique, on parle de la course effrénée aux armements, on parle des guerres un peu partout, on parle des familles, des crises socio-économiques et tout, de la crise sanitaire, avec en toile de fond la crise à coronavirus qui a tellement fait ravage ces dernières années. Donc aujourd'hui, si à un moment donné, elles ont compris que c'est elles justement qui sont à l'origine de cette crise-là, je pense que c'est déjà un bon début. Parce qu'on ne peut pas casser, on ne peut pas faire des œufs sans casser des œufs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait le bilan et ils ont compris que sur toute la ligne, ils ont fauté. Donc il va y avoir justement un changement. C'est pour ça que je parle de révolution, mais pas aller jusqu'à faire disparaître l'institution tout entière. Parce que la responsabilité, elle a partagé après tout. C'est là où j'apprécie un peu à peu près la franchise qui a prévalu tout au long de ce sommet-là. Je l'appelle le sommet du siècle, parce que j'ai constaté que les langues se sont déliées et les gens allaient aborder les sujets même qui fâchent. J'ai vu des Africains à la tribune des Nations Unies qui ont dit, des présidents africains qui ont dit des vérités tout drues à l'Occident, qui sont allés jusqu'à dire à l'Occident qu'ils sont fatigués de du néocolonialisme en fait, qui sont allés dire en fait à une institution comme l'ONU qu'elle est inefficace. Et donc si c'est comme ça, si à un moment donné même les dirigeants africains ont pu comprendre que il faut parler d'égal à égal, il faut justement dire les choses qu'elles sont à l'Occident. Je pense que c'est également un début. Maintenant, je parlais tout à l'heure de réformes. Les réformes, il le faut justement, mais ce qu'il faut savoir, ce sont les hommes qui animent les institutions. Et donc, il doit y avoir un changement de mentalité maintenant venant des hommes même qui animent cette institution-là. C'est pour ça que j'affirme le discours de Joe Biden au cours de ce sommet-là, qui disait justement aux chefs d'État africains qu'il y a des choses plus importantes que de rester longtemps au pouvoir. Ça veut dire que si vous voulez avoir des institutions fortes dans vos pays, il y a certains principes démocratiques qu'il faut respecter. Aujourd'hui, ce que déplorent les Africains, pas seulement les Africains, mais l'Asie du Sud ou bien l'Amérique latine, c'est d'être absent en fait dans les processus décisionnels mondiaux. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas associés. On prend les décisions et on vient les appliquer à eux. Donc, à un moment donné, ils ont compris qu'il faut que tout cela change. Il faut un changement de paradigme pour qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait une concertation dans les prises de décision. Et c'est là où je suis tenté de vous dire que tout ce qui est fait pour les Africains, ou bien tout ce qui est fait pour tous ces États-là qui sont absents au Conseil de sécurité de l'ONU, pour eux est contre eux. Parce qu'à un moment donné, il faut que leurs avis comptent. Il faut qu'on arrive justement à les approcher. Il faut qu'on arrive justement à les écouter pour voir réellement ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui tout cela n'est pas d'actualité, je pense que les crises vont demeurer. Mais c'est là où je vous dis que je suis plutôt optimiste par rapport à Prosper, oui, qui reste pessimiste. Je suis optimiste, d'autant plus que ce constat-là, ce diagnostic-là a été fait par les États même, par les chefs d'État même. Donc ça veut dire qu'il va y avoir changement. Si on diagnostique le mal, c'est justement pour lui trouver des solutions. Donc c'est pour ça que je dis que je reste optimiste quant à l'idée selon laquelle il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir malgré les crises. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Thierry, que dire de cette 79e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies? Elle se clôture avec le débat général qui a pris fin ce lundi, et on a suivi tout au long de cette 79e Assemblée les interventions des différents dirigeants. 190 pays ont été représentés et ont pris la parole pour chacun dire ce qu'il voit comme changement dans ce monde, ses craintes et aussi ses propositions de solutions. On a, et tout au long de cette Assemblée Générale, évoqué les différentes crises, les faiblesses de l'organisation. Certains ont proposé d'ailleurs des solutions. Êtes-vous optimiste? Est-ce que malgré toutes ces crises, on peut toujours garder de l'espoir? Malheureusement, nous devons garder espoir. Malheureusement, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui est connu de tous. Les crises sont connues, les causes sont connues et les solutions aussi sont connues. Sauf que personne, ou du moins les décideurs de ce monde, n'ont intérêt à ce qu'il puisse y avoir la paix. Parce que tout ce qui se passe, c'est parce que X n'est pas d'accord avec Y, ou parce que
ça profite à une puissance donnée qu'on peut se permettre de tout faire. Vous savez, les Nations Unies sont une institution basée sur l'injustice. Quand Prosper disait tantôt que... Oui, je m'explique. Je m'explique. Quand Prosper disait tout à l'heure que c'est les vainqueurs qui décident pour les vaincus, au niveau du Conseil de sécurité, la France, tout au long de la guerre, n'était pas une patrie, une nation gagnante. Et pourtant, elle siège au sein du conseil Non, mais attendez, vous comprenez quand même ce que je voulais dire. Ouais. Donc, c'est parce que les gens ont décidé à un moment donné que les choses se passent de la sorte. C'est pourquoi tout se passe ainsi. Quand vous prenez la crise, ce qui se passe actuellement au niveau entre Israël et le Liban, et le Hamas et le Hezbollah, il suffit seulement que les États-Unis retirent leur appui ou leur soutien à Israël, que peut-être on connaîtra une accalmie dans cette crise-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour les États-Unis, pour le président Biden, de taper du poing sur la table, ce qui fait que Netanyahou a le vent en poupe. Et Netanyahou tient sa position aujourd'hui où sa survie politique ne dépend que de cette crise-là qu'il est en train d'entretenir. Puisque cette crise a mis peut-être en deuxième rang toutes les crises politiques à l'intérieur. Voilà. Et puis, au-delà de tout, c'est une question de suprématie de business. Parce que qui vend les armes à Israël? Les crises que nous connaissons, qui les alimente? C'est tout l'enjeu. C'est pour cela que je dis que... Malheureusement, on doit garder l'espoir. Alors, pourquoi on doit garder l'espoir malgré ce tableau très simple? Oui, puisque je considère qu'on doit garder l'espoir en ce sens que l'ONU est un cadre de discussion. Au dernier sommet, certainement, il y a des contacts qui ont été pris pour continuer les discussions, ne serait-ce que pour atténuer un peu ce qui se passe dans certains pays par rapport aux crises que nous connaissons, que nous traversons aujourd'hui. Donc, cette ONU-là, je suis d'accord qu'on puisse passer à autre chose. Si la SDN n'a pas connu le succès voulu et qu'on constate, on fait le même constat par rapport à l'ONU aujourd'hui, je me dis qu'il faut essayer quelque chose. Mais tout dépend. A dû nous conduire à une deuxième guerre mondiale. Oui, attendez, mais tout dépend de la sincérité des uns et des autres. Pourquoi je le dis? Parce que quand les uns et les autres ont constaté que les Nations Unies, ça ne va pas, ça bloque de temps à autre, ils ont initié d'autres regroupements. Je donne l'exemple des BRICS. Mais aujourd'hui, avec les BRICS aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a certains pays qui ont pris des engagements, mais au fur et à mesure qu'on avance, ils décident de ne pas respecter ces engagements-là. Donc, la crise, c'est nous-mêmes qui l'alimentons ou c'est nous-mêmes qui créons ou qui suscitons ces crises-là. Donc, il y a à ce que les uns et les autres soient sincères par rapport au discours qu'ils tiennent. Et je suis tenté de dire que les rassemblements des Nations Unies sont un rassemblement d'hypocrites. Parce que Thierry, tout ce qui vient... Répondez clairement à ma question, puisque le temps est contre nous. Vous avez dit qu'il faut malheureusement garder l'espoir. Que vous ne le dites pas là, clairement. Pourquoi doit-on garder l'espoir? Oui, quand vous avez parlé tantôt de quand le président clôturait les travaux de la dernière Assemblée Générale, je crois qu'il avait demandé à ce qu'on puisse privilégier le dialogue. C'est sur cela, c'est en cela que je fonde le fait qu'on doit garder l'espoir, puisque c'est un lieu de dialogue quand même malgré tout. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.